bonne humeur. Mon père m'a fait hériter ce que l'on peut hériter de mieux, ma bonne humeur. Qui était-il, mon père? Ceci n'avait sans doute rien à voir avec sa bonne humeur. Il était vif et jovial, grassouillet et rondouillard, et son aspect extérieur ainsi que son fort intérieur étaient en parfait désaccord avec sa profession. Quelle était donc sa profession, sa situation? Vous allez comprendre que si je l'avais écrit et imprimé tout au début, il est fort probable que la plupart des lecteurs auraient reposé mon livre après l'avoir appris en disant « C'est horrible, je ne peux pas lire cela !» Et pourtant, mon père n'était pas un bourreau ou un valet de bourreau, bien au contraire. Sa profession le mettait parfois à la tête de la plus haute noblesse de ce monde, et il s'y trouvait d'ailleurs de plein droit et parfaitement à sa place. Il fallait qu'il soit toujours devant l'évêque, devant les princes et les comtes, et il y était. Mon père était cocher de corbillard. Voilà, je l'ai dit. Mais écoutez la suite. Les gens qui voyaient mon père, haut perché sur son siège de cocher de cette diligence de la mort, avec son manteau noir qui lui descendait jusqu'aux pieds et son tricorne à franges noires, et qui voyaient ensuite son visage rond et souriant, qui ressemblait à un soleil dessiné, ne pensaient plus ni au chagrin ni à la tombe, car son visage disait « Ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez ». C'est de lui que me vient cette habitude d'aller régulièrement au cimetière. C'est une promenade gaie, à condition que vous y alliez la joie dans le cœur. Et puis, je suis, comme mon père l'avait été, abonné au Courrier Royal. Je ne suis plus très jeune. Je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque. Mais, comme je viens de le dire, je suis abonné au Courrier Royal et cela me suffit. C'est pour moi le meilleur journal, comme il l'était aussi pour mon père. Il est très utile et salutaire, car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans telle église, qui sermonne dans tel livre, où l'on peut trouver une maison, une domestique, des vêtements et des vivres, les choses que l'on met à prix, mais aussi les têtes. Et puis, on y lit beaucoup à propos des bonnes œuvres, et il y a tant de petites poésies anodines. On y parle également des mariages et de qui accepte ou n'accepte pas de rendez-vous. Tout y est si simple et si naturel. Le Courrier Royal vous garantit une vie heureuse et de belles funérailles. À la fin de votre vie, vous avez tant de papier que vous pouvez vous en faire un lit douillet si vous n'avez pas envie de dormir sur le plancher. La lecture du Courrier Royal et les promenades au cimetière enchantent mon âme plus que n'importe quoi d'autre et renforcent mieux que tout ma bonne humeur. Tout le monde peut se promener avec les yeux dans le Courrier Royal, mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant, tant que le soleil brille et que les arbres sont verts. Promenons-nous entre les pierres tombales. Elles sont toutes comme des livres, avec leurs pages de couverture, pour que l'on puisse lire le titre, qui vous apprendra de quoi le livre va vous parler. Et pourtant, il ne vous dira rien. Mais moi, j'en sais un peu plus, grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. C'est dans mon livre des tombes. Je l'ai écrit moi-même pour instruire et pour amuser. Vous y trouverez tous les morts et d'autres encore. Nous voici au cimetière. Derrière cette petite clôture peinte en blanc, il y avait jadis un rosier. Il n'est plus là depuis longtemps. Mais le lierre provenant de la tombe voisine a rampé jusqu'ici pour égayer un peu l'endroit. S'y gît un homme très malheureux. Il vivait bien de son vivant, car il avait réussi et avait une très bonne paix, et même un peu plus. Mais il prenait le monde, c'est-à-dire l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre et s'en réjouissait à l'avance, mais il devenait furieux, par exemple, aussitôt qu'un éclairagiste illuminait un peu plus une face de la lune plutôt que l'autre, ou qu'une frise pendait devant le décor et non pas derrière le décor, ou lorsqu'il y voyait un palmier dans Amagé, un cactus dans le Tyrol, ou un hêtre dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. Comme si cela avait de l'importance. Qui pense à cela ? Ce n'est qu'une comédie, on y va pour s'amuser. Le public applaudissait trop, ou trop peu. « Du bois humide, marmonnait-il. Il ne va pas s'enflammer ce soir. »
Puis, il se retournait pour voir qui étaient ces gens-là. Et il entendait tout de suite qu'ils ne riaient pas au bon moment, et qu'ils riaient en revanche là où il ne fallait pas. Tout cela le tourmentait, au point de le rendre malheureux. Et maintenant, il est mort. Ici repose un homme très heureux, ou plus précisément, un homme d'origine noble. C'était d'ailleurs son plus grand atout. Sans cela, il n'aurait été personne. La nature sage fait si bien les choses que cela fait plaisir à voir. Il portait des chaussures brodées devant et derrière et vivait dans de beaux appartements. Il faisait penser au précieux cordon de sonnette brodé de perles avec lequel on sonnait les domestiques et qui est prolongé par une bonne corde bien solide qui, elle, fait tout le travail. Lui aussi avait une bonne corde solide, en la personne de son adjoint, qui faisait tout à sa place, et le fait d'ailleurs toujours, pour un autre cordon de sonnette brodé, tout neuf. Tout est conçu avec tant de sagesse que l'on peut vraiment se réjouir de la vie. Et ici repose l'homme qui a vécu 67 ans et qui pendant tout ce temps n'a pensé qu'à une chose, trouver une belle et nouvelle idée. Il ne vivait que pour cela. Et un jour, en effet, il l'a eu, ou du moins il l'a cru. Cela l'a mis dans une telle joie qu'il en est mort. Il est mort de joie d'avoir trouvé la bonne idée. Personne ne l'a appris et personne n'en a profité. Je pense que même dans sa tombe, son idée ne le laisse pas reposer en paix. Car, imaginez un instant, qu'il s'agisse d'une idée qu'il faut exprimer lors du déjeuner pour qu'elle soit vraiment efficace, alors que lui, en tant que défunt, ne peut, selon une opinion généralement répandue, apparaître qu'à minuit. Son idée, à ce moment-là, risque de ne pas être bienvenue, ne fera rire personne, et lui, il n'aura plus qu'à se retourner dans sa tombe avec sa belle idée. Oui, c'est une tombe bien triste. Ici repose une femme très avare. De son vivant, elle se levait la nuit pour miauler, afin que ses voisins pensent qu'elle avait un chat. Elle était vraiment avare. Ici repose une demoiselle de bonne famille. Chaque fois qu'elle se trouvait en société, il fallait qu'elle parle de son talent de chanteuse. Et lorsqu'on avait réussi à la convaincre de chanter, elle commençait par « Mi manca la voce », ce qui veut dire « je n'ai aucune voix ». Ce fut la seule vérité de sa vie. Ici repose une fille d'un genre différent. Lorsque le cœur se met à piailler comme un canari, la raison se bouche les oreilles. La belle jeune fille était toujours illuminée de l'auréole du mariage, mais le sien n'a jamais eu lieu. Ici repose une veuve qui avait le chant du cygne sur les lèvres et de la bile de chouette dans le cœur. Elle rendait visite aux familles pour y pêcher tous leurs péchés, exactement comme l'ami de l'ordre dénonçait son prochain. Ici, c'est un caveau familial. C'était une famille très unie et chacun croyait tout ce que l'autre disait, à tel point que si le monde entier et les journaux disaient « c'est ainsi », et si le fils rentrant de l'école déclarait « moi, je l'ai entendu ainsi », c'était lui qui avait raison, parce qu'il faisait partie de la famille. Et si, dans cette famille, il arrivait que le coq chante à minuit, c'était le matin, même si le veilleur de nuit et toutes les horloges de la ville annonçaient minuit. Le grand Goethe termine son Faust en écrivant que cette histoire pouvait avoir une suite. On peut dire la même chose de notre promenade dans le cimetière. Je viens souvent ici. Lorsqu'un de mes amis ou ennemis fait de ma vie un enfer, je viens ici. Je trouve un joli endroit gazonné et je le voue à celui ou à celle que j'aurais envie d'enterrer. Et je l'enterre aussitôt. Ils sont là, morts et impuissants, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie, renouvelés et meilleurs. J'inscris leur vie telle que je l'ai vue, moi, dans mon livre des tombes. Chacun devrait faire ainsi, et au lieu de se morfondre, enterrez bel et bien celui qui vous met des bâtons dans les roues. Je recommande de garder sa bonne humeur et de lire le Courrier royal, journal d'ailleurs écrit par le peuple lui-même, même si pour certains, quelqu'un d'autre guide la plume. Lorsque mon temps sera venu,
et que l'on m'aura enterré dans une tombe avec l'histoire de ma vie, mettez sur elle cette inscription. Bonne humeur. C'est mon histoire. Le briquet. Un soldat s'en venait d'un bon pas sur la route. Une, deux, sac au dos et sabre au côté. Il avait été à la guerre et maintenant, il rentrait chez lui. Sur la route, il rencontra une vieille sorcière. Qu'elle était laide! Sa lippe lui pendait jusque sur la poitrine. « Bonsoir, soldat, dit-elle. Ton sac est grand et ton sabre est beau. Tu es un vrai soldat. Je vais te donner autant d'argent que tu voudras. »« Merci, vieille, dit le soldat. »« Vois-tu ce grand arbre ? Dit la sorcière. Il est entièrement creux. Grimpe au sommet, tu verras un trou. Tu t'y laisseras glisser jusqu'au fond. Je t'attacherai une corde autour du corps pour te remonter quand tu m'appelleras. »« Mais qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ? » ?»« Tu y prendras de l'argent, dit la sorcière. Quand tu seras au fond, tu te trouveras dans une grande galerie éclairée par des centaines de lampes. Devant toi, il y aura 3 portes. Tu pourras les ouvrir. Les clés sont dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras un grand chien assis au beau milieu sur un coffre. Il a des yeux grands comme des soucoupes. Mais ne t'inquiète pas de ça. Je te donnerai mon tablier à carreaux bleus que tu étendras par terre. Tu saisiras le chien et tu le poseras sur mon tablier. Puis, tu ouvriras le coffre et tu prendras autant de pièces que tu voudras. Celles-là sont en cuivre. Si tu préfères des pièces d'argent, tu iras dans la 2e chambre. Un chien y est assis, avec des yeux grands comme des roues de moulin. Ne t'inquiète pas encore de ça. Pose-le sur mon tablier et prends des pièces d'argent, autant que tu en veux. Mais si tu préfères l'or, je peux aussi t'en donner. Et combien ? Tu n'as qu'à entrer dans la 3e chambre. Ne t'inquiète toujours pas du chien assis sur le coffre. Celui-ci a les yeux grands comme la tour ronde de Copenhague. Et je t'assure que pour un chien, c'en est un. Pose-le sur mon tablier et n'aie pas peur. Il ne te fera aucun mal. Prends dans le coffre autant de pièces d'or que tu voudras. Ce n'est pas mal du tout, ça, dit le soldat. Mais qu'est-ce qu'il faudra que je te donne à toi, la vieille ? Je suppose que tu veux quelque chose. Pas un sou, dit la sorcière. Rapporte-moi le vieux briquet que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue dans l'arbre. Bon, dit le soldat. Attache-moi la corde autour du corps. Voilà. Et voici mon tablier à carreaux bleus. Le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa glisser dans le trou, et le voilà, comme la sorcière l'avait annoncé, dans la galerie où brillaient des centaines de lampes. Il ouvrit la première porte. Oh, le chien qui avait des yeux grands comme des soucoupes le regardait fixement. « Tu es une brave bête, » lui dit le soldat, en le posant vivement sur le tablier de la sorcière. Il prit autant de pièces de cuivre qu'il put en mettre dans sa poche, referma le couvercle du coffre, posa le chien dessus et entra dans la 2e chambre. Brrr, le chien qui était assis avait réellement les yeux grands comme des roues de moulin. « Ne me regarde pas comme ça, » lui dit le soldat, « tu pourrais te faire mal. » Il posa le chien sur le tablier, mais en voyant dans le coffre toutes ces pièces d'argent, il jeta bien vite les sous en cuivre et remplit ses poches et son sac d'argent. Puis, il passa dans la 3e chambre. Mais quel horrible spectacle! Les yeux du chien qui se tenait là étaient vraiment grands chacun comme la tour ronde de Copenhague, et ils tournaient dans sa tête comme des roues. « Bonsoir, » dit le soldat, en portant la main à son képi, car de sa vie, il n'avait encore jamais vu un chien pareil, et il l'examina quelque peu. Mais bientôt il se ressaisit, posa le chien sur le tablier, ouvrit le coffre. Dieu, que d'or! Il pourrait acheter tout Copenhague avec ça, tous les cochons en sucre des pâtissiers, et les soldats de plomb, et les fouets, et les chevaux à bascule du monde entier. Quel trésor!
Il jeta bien vite toutes les pièces d'argent et prit de l'or. Ses poches, son sac, son képi et ses bottes, il les remplit au point de ne presque plus pouvoir marcher. Eh bien, il en avait de l'argent cette fois. Vite, il replaça le chien sur le coffre, referma la porte et cria dans le tronc de l'arbre. « Remonte-moi, vieille !»« As-tu le briquet ?» demanda-t-elle. « Ma foi, je l'avais tout à fait oublié, fit-il. Et il retourna le prendre. Puis la sorcière le hissa jusqu'en haut, et le voilà sur la route avec ses poches, son sac, son képi, ses bottes pleines d'or. « Qu'est-ce que tu vas faire de ce briquet ?» demanda-t-il. « Ça ne te regarde pas. Tu as l'argent, donne-moi le briquet. »« Taratata !» dit le soldat. « Tu vas me dire tout de suite ce que tu vas faire de ce briquet, ou je tire mon sabre et je te coupe la tête. »« Non !» dit la vieille sorcière. Alors, il lui coupa le cou. La pauvre tomba par terre et elle y resta. Mais lui serra l'argent dans le tablier, en fit un baluchon qu'il lança sur son épaule, mit le briquet dans sa poche et marcha vers la ville. Une belle ville c'était. Il alla à la meilleure auberge, demanda les plus belles chambres, commanda ses plats favoris, puisqu'il était riche. Le valet qui cira ses chaussures se dit en lui-même que pour un monsieur aussi riche, il avait de bien vieilles bottes. Mais dès le lendemain, le soldat acheta des souliers neufs et aussi des vêtements convenables. Alors il devint un monsieur distingué. Les gens ne lui parlaient que de tout ce qu'il y avait d'élégant dans la ville, et de leur roi, et de sa fille, la ravissante princesse. « Où peut-on la voir ?» demandait le soldat. « On ne peut pas la voir du tout, » lui répondait-on. « Elle habite un grand château au toit de cuivre, entouré de murailles et de tours. Seul le roi peut entrer chez elle à sa guise, car on lui a prédit que sa fille épouserait un simple soldat. Et un roi n'aime pas ça du tout. »« Que je voudrais la connaître, » dit le soldat. Mais il savait bien que c'était tout à fait impossible. Alors il mena une joyeuse vie, alla à la comédie, roula carrosse dans le jardin du roi, donna aux pauvres beaucoup d'argent, et cela de grand cœur, se souvenant des jours passés et sachant combien les indigents ont de peine à avoir quelques sous. Il était riche maintenant et bien habillé. Il eut beaucoup d'amis qui tous disaient de lui « Quel homme charmant, quel vrai gentilhomme !» Cela le flattait. Mais comme il dépensait tous les jours beaucoup d'argent et qu'il n'en rentrait jamais dans sa bourse, le moment vint où il ne lui resta presque plus rien. Il dut quitter les belles chambres, aller loger dans une mansarde sous les toits, brosser lui-même ses chaussures, tirer l'aiguille à repriser. Aucun ami ne venait plus le voir, trop d'étages à monter. Par un soir très sombre, il n'avait même plus les moyens de s'acheter une chandelle, il se souvint qu'il en avait un tout petit bout dans sa poche, et aussi le briquet trouvé dans l'arbre creux où la sorcière l'avait fait descendre. Il battit le silex du briquet, et au moment où l'étincelle jaillit, voilà que la porte s'ouvre. Le chien, aux yeux grands comme des soucoupes, est devant lui. « Qu'ordonne mon maître ?» demande le chien. « Quoi ?» dit le soldat. « Voilà un fameux briquet, s'il me fait avoir tout ce que je veux. Apporte-moi un peu d'argent. » Hop, voilà l'animal parti, et hop, le voilà revenu portant dans sa gueule une bourse pleine de pièces de cuivre. Alors le soldat comprit quel briquet miraculeux il avait là. S'il le battait une fois, c'était le chien assis sur le coffre aux monnaies de cuivre qui venait. S'il le battait 2 fois, c'était celui qui gardait les pièces d'argent. Et s'il battait 3 fois son briquet, c'était le gardien des pièces d'or qui apparaissait. Notre soldat put ainsi redescendre dans les plus belles chambres, remettre ses vêtements luxueux. Ses amis le reconnurent immédiatement, et même, ils avaient beaucoup d'affection pour lui. Cependant, un jour, il se dit « C'est tout de même dommage qu'on ne puisse voir cette princesse. On dit qu'elle est si charmante. À quoi bon, si elle doit toujours rester prisonnière dans le grand château au toit de cuivre avec toutes ses tours? Est-il vraiment impossible que je la voie? Où est mon briquet ?» Il fit jaillir une étincelle, et le chien, aux yeux grands comme des soucoupes, apparut. « Il est vrai qu'on est au milieu de la nuit, lui dit le soldat,
mais j'ai une envie folle de voir la princesse. » En un clin d'œil, le chien était dehors, et l'instant d'après, il était de retour, portant la princesse couchée sur son dos. Elle dormait, et elle était si gracieuse qu'en la voyant, chacun aurait reconnu que c'était une vraie princesse. Le jeune homme n'y tint plus. Il ne put s'empêcher de lui donner un baiser, car lui, c'était un vrai soldat. Vite, le chien courut ramener la jeune fille au château. Mais le lendemain matin, comme le roi et la reine prenaient le thé avec elle, la princesse leur dit qu'elle avait rêvé la nuit d'un chien et d'un soldat, et que le soldat lui avait donné un baiser. « Eh bien, en voilà une histoire, dit la reine. » Une des vieilles dames de la cour reçut l'ordre de veiller toute la nuit suivante auprès du lit de la princesse, pour voir si c'était vraiment un rêve, ou bien ce que cela pouvait être. Le soldat se languissait de revoir l'exquise princesse. Le chien revint donc la nuit, alla la chercher, courut aussi vite que possible. Mais la vieille dame de la cour avait mis de grandes bottes, et elle courait derrière lui, et aussi vite. Lorsqu'elle les vit disparaître dans la grande maison, elle pensa « Je sais maintenant où elle va. » Et, avec un morceau de craie, elle dessina de grandes croix sur le portail. Puis elle rentra se coucher. Le chien, en revenant avec la princesse, vit la croix sur le portail et traça des croix sur toutes les portes de la ville. Et ça, c'était très malin de sa part. Ainsi, la dame de la cour ne pourrait plus s'y reconnaître. Au matin, le roi, la reine, la vieille dame et tous les officiers sortirent pour voir où la princesse avait été. « C'est là !» dit le roi, dès qu'il aperçut la première porte avec une croix. « Non, c'est ici, mon cher époux, dit la reine, en s'arrêtant devant la deuxième porte. « Mais voilà une croix, en voilà une autre, dirent-ils tous. Il est bien inutile de chercher davantage. » Cependant, la reine était une femme rusée. Elle savait bien d'autre chose que de monter en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or et coupa en morceaux une pièce de soie, puis cousit un joli sachet qu'elle remplit de farine de sarrasin très fine. Elle attacha cette bourse sur le dos de sa fille et perça au fond un petit trou afin que la farine se répande tout le long du chemin que suivrait la princesse. Le chien revint encore la nuit, amena la princesse sur son dos auprès du soldat qui l'aimait tant et qui aurait voulu être un prince pour l'épouser. Mais le chien n'avait pas vu la farine répandue sur le chemin depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat. Le lendemain, le roi et la reine n'eurent aucune peine à voir où leur fille avait été. Le soldat fut saisi et jeté dans un cachot lugubre. Oh, qu'il y faisait noir! « Demain tu seras pendu, lui dit-on. Ce n'est pas une chose agréable à entendre, d'autant plus qu'il avait oublié son briquet à l'auberge. Derrière les barreaux de fer de sa petite fenêtre, il vit le matin suivant les gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour aller le voir pendre. Il entendait les roulements de tambour, les soldats défiler au pas cadencé. Un petit apprenti cordonnier courait à une telle allure qu'une de ses savates vola en l'air et alla frapper le mur près des barreaux au travers desquels le soldat regardait. « Hé, ne te presse pas tant, rien ne se passera que je ne sois arrivé. Mais si tu veux courir à l'auberge où j'habitais et me rapporter mon briquet, je te donnerai 4 sous, mais en vitesse. » Le gamin ne demandait pas mieux que de gagner 4 sous. Il prit ses jambes à son cou, trouva le briquet. En dehors de la ville, on avait dressé un gibet autour duquel se tenaient les soldats et des centaines de milliers de gens. Le roi, la reine, étaient assis sur de superbes trônes et en face d'eux, les juges et tout le conseil. Déjà le soldat était monté sur l'échelle, mais comme le bourreau allait lui passer la corde au cou, il demanda la permission, toujours accordée, dit-il, à un condamné à mort avant de subir sa peine, d'exprimer un désir bien innocent, celui de fumer une pipe, la dernière en ce monde. Le roi ne voulut pas le lui refuser, et le soldat se mit à battre son briquet. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et hop! Voilà les 3 chiens. Celui qui avait des yeux comme des soucoupes,
celui qui avait des yeux comme des roues de moulin, et celui qui avait des yeux grands chacun comme la tour ronde de Copenhague. « Empêchez-moi maintenant d'être pendu !» leur cria le soldat. Alors, les chiens sautèrent sur les juges et sur tous les membres du conseil, les prirent dans leur gueule, l'un par les jambes, l'autre par le nez, les lancèrent en l'air si haut qu'en tombant, ils se brisaient en 1000 morceaux. « Je ne tolérerai pas !» commença le roi. Mais le plus grand chien le saisit, ainsi que la reine, et les lança en l'air à leur tour. Les soldats en étaient épouvantés, et la foule cria « Petit soldat, tu seras notre roi, et tu épouseras notre délicieuse princesse !» On fit monter le soldat dans le carrosse royal, et les 3 chiens gambadaient devant en criant « Bravo !» Les jeunes gens sifflaient dans leurs doigts, les soldats présentaient leurs armes. La princesse fut tirée de son château au toit de cuivre, et elle devint reine, ce qui lui plaisait beaucoup. La noce dura 8 jours. Les chiens étaient à table et roulaient de très grands yeux. Ce que le père fait est bien fait. Cette histoire, je l'ai entendue dans mon enfance. Chaque fois que j'y pense, je la trouve plus intéressante. Il en est des histoires comme bien des gens. Avec l'âge, ils attirent de plus en plus l'attention. Vous avez certainement été déjà à la campagne et vous avez vu de vieilles maisons de paysans. Sur le toit de chaume, il y a de mauvaises herbes, de la mousse et un nid de cigognes. Ce sont les cigognes surtout qui ne doivent pas manquer. Les murs penchent, les fenêtres sont basses et une seule peut s'ouvrir. Le four ressemble à un ventre rebondi. Les branches d'un sureau tombent sur une haie et le sureau se trouve à une mare où nagent des canards. Il y a encore là un chien à la tâche qui aboie après tout le monde sans distinction. Dans une de ces maisons de paysans habitaient 2 vieilles gens, un paysan et sa femme. Ils n'avaient presque rien. Et pourtant, ils se trouvaient avoir quelque chose de trop. Un cheval qu'ils laissaient paître dans le fossé près de la grande route. Le paysan l'enfourchait pour aller à la ville et de temps en temps le prêtait à des voisins qui, en retour, lui rendaient quelques services. Mais les vieux pensaient qu'il serait meilleur pour eux de vendre le cheval ou de l'échanger contre quelque chose plus utile. Mais contre quoi ? « Fais pour le mieux, mon vieux, » disait la femme. « Il y a une foire à la ville. Vas-y et vends le cheval ou fais un échange. Ce que tu feras sera bien fait. » Là-dessus, elle lui fit un beau nœud au mouchoir qu'il avait autour du cou, bien mieux que lui-même n'eût su le faire. Puis elle lissa son chapeau avec la main pour que la poussière s'y attachât moins et l'embrassa. Le voilà parti sur son cheval pour le vendre ou l'échanger. « Oui, oui, le vieux s'y entend, » murmurait la vieille mère. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Il y avait beaucoup de poussière sur la route, car il passait beaucoup de gens qui se rendaient au marché, en voiture, à cheval ou à pied. Nulle ombre sur le chemin. Parmi ceux qui marchaient à pied, il y avait un homme qui poussait devant lui une vache. Le vieux pensait « Elle doit donner du bon lait. Cheval contre vache, ce serait un bon échange. » « Écoute, l'homme à la vache, je veux te proposer quelque chose. Un cheval est plus dur qu'une vache, n'est-ce pas ? Mais cela ne me fait rien, car une vache me serait plus utile. Veux-tu que nous troquions ? » ?»« Avec plaisir, » dit l'homme à la vache. Et ils firent l'échange. Quand ce fut fait, le paysan eût pu revenir, puisqu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Mais comme il était parti pour aller au marché, il voulut s'y rendre, ne fût-ce que pour y jeter un coup d'œil. Il poussa donc sa vache devant lui. Il marchait très vite. Peu de temps après, il vit un homme tenant un mouton par une corde. C'était un mouton bien gras. « Il ferait rudement mon affaire, » pensa notre homme. « Nous aurions bien assez de nourriture pour lui sur le bord du fossé, et en hiver, nous pourrions le garder dans notre chambre. Au fond, un mouton vaudrait mieux pour nous qu'une vache. »« Veux-tu troquer avec moi ?» demanda-t-il. « Parfaitement, » dit l'autre. On troqua donc, et notre paysan continua sa route avec son mouton.
Tout à coup, il vit, dans un petit sentier, un homme portant une grosse oie sous le bras. « Diable, voilà une fameuse oie !» s'écria-t-il. « Elle a beaucoup de plumes et est bien grasse. Cela ferait bien l'affaire de la mère. Elle pourrait lui donner nos restes, car elle dit souvent « Tiens, si nous avions une oie pour manger ça. Veux-tu changer ton oie pour mon mouton ?» L'autre ne demanda pas mieux. Notre paysan prit donc son oie. Il était alors tout près de la ville. Il y avait foule sur la grande route. Le champ de foire était plein de gens et d'animaux. On se pressait tellement que des gens passaient dans les champs de pommes de terre à côté. Il y avait là une poule attachée par les pattes. Elle manquait d'être écrasée à chaque instant. C'était une très belle poule, avec des plumes très courtes sur la queue. Elle clignait des yeux et faisait glouc, glouc. Je ne puis vous dire ce qu'elle voulait dire par là, mais le paysan s'écria « Jamais je n'ai vu si belle poule. Elle est plus belle même que la poule du pharmacien. Je serais heureux de la voir. Une poule trouve toujours à se nourrir sans qu'on s'occupe d'elle. Ce serait un bon échange. »« Voulez-vous changer votre poule pour mon oie ?» demanda-t-il au receveur de l'octroi, à qui appartenait la poule. « Comment donc ?» dit l'autre. Le paysan prit la poule et le receveur prit l'oie. Notre homme avait bien employé son temps. Il avait chaud et se sentait fatigué. Un verre d'eau-de-vie et un peu de pain lui étaient bien dus. Justement, il était devant une auberge. Il entra. Mais au même moment arriva un garçon portant un sac plein sur le dos. « Qu'as-tu là-dedans » demanda notre paysan. « Des pommes gâtées, » dit l'autre. « Tout un sac, pour les cochons. »« Tout un sac plein de pommes ? Quelle richesse ! Voilà ce que je voudrais bien apporter à ma femme. L'an dernier, nous n'avons eu qu'une pomme sur notre vieux pommier. Nous l'avons laissée sur notre commode jusqu'à ce qu'elle pourrit. Cela prouve qu'on est à son aise, disait la mère. Mais cette fois, je pourrais lui montrer quelque chose de mieux. Que m'en donnerais-tu ? Dit le garçon. Donne, dit le paysan. Je change ma poule pour ton sac. L'échange fait, ils entrèrent à l'auberge. Là, notre homme mit son sac près du four, qui était brûlant. L'hôtesse n'y prit pas garde. Dans la salle, il y avait beaucoup de gens. Des maquignons, des marchands de bœufs, pas mal de gens de la campagne, quelques ouvriers qui jouaient entre eux dans un coin. Et enfin, à un bout de la table, 2 Anglais, moitié touristes, moitié marchands, et qui étaient venus à la ville pour voir si quelque occasion ne se présenterait pas de trouver une bonne affaire. N'ayant rien rencontré, ils étaient attablés et regardaient avec indifférence le reste de la salle. On sait que les Anglais sont presque toujours si riches que leurs poches sont bondées d'or. De plus, ils aiment à parier, à propos de n'importe quoi, rien que pour se créer une émotion passagère qui les change un instant de leur froideur continuelle. Or, voici ce qui arriva. « Psi, psi !» entendirent-ils près du four. « Qu'est-ce » demandèrent-ils. Le paysan leur conta l'histoire du cheval échangé contre une vache, et ainsi de suite, jusqu'aux pommes. « Tu vas être battu à ton retour, dirent les Anglais. Tu peux t'y attendre. Battu ? Non, non, j'aurai un baiser, et l'on me dira « Ce que le père fait est toujours bien fait. » Nous parierions bien un boisseau d'or que tu te trompes. 100 livres si tu veux. Un boisseau me suffit, dit le paysan. Mais moi, je ne puis parier qu'un boisseau de pommes, et je l'emplirai jusqu'au bord. Allons, topons là. 100 livres contre un boisseau de pommes. Et le pari fut fait. La carriole de l'aubergiste fut commandée, et tous les 3 y montèrent avec le sac de pommes. Les voici arrivés. « Bonsoir, la mère. Dieu te garde, mon vieux. L'échange est fait. »« Ah, tu t'y entends, » dit la paysanne, pendant que son mari l'embrassait. « Oui, j'ai troqué notre cheval contre une vache. »« Oh, Dieu soit loué, » dit la mère. « Je pourrais désormais faire des laitages, du beurre, du fromage. Excellent échange. »« Oui, mais j'ai ensuite échangé la vache contre une brebis. C'est encore mieux. Nous avons juste assez de nourriture pour une brebis. Nous aurons du lait, du fromage, des bas de laine et des gilets. Une vache ne donne pas de laine, comme tu penses à tout. Ensuite, j'ai troqué le mouton contre une oie. Est-ce vrai ? Alors,
Nous pourrons manger de l'oie rôtie à Noël. Tu penses à tout ce qui peut me faire plaisir, mon bon vieux. C'est bien à toi. Nous pourrons attacher notre oie dehors avec une ficelle pour qu'elle ait le temps d'engraisser. Oui, mais j'ai troqué mon oie contre une poule. Une poule? Oh, la bonne affaire! Elle nous donnera des œufs. Nous les ferons couver, nous aurons des poussins. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Oui, oui, mais j'ai échangé la poule contre un sac de pommes pourries. Cette fois, il faut que je t'embrasse, dit la paysanne ravie. Je te remercie, mon cher homme, et il faut que je te raconte tout de suite quelque chose. Après que tu as été parti ce matin, je me suis demandé ce que je pourrais te faire de bon pour ton retour. Des œufs au jambon, naturellement. J'avais des œufs. Mais il fallait bien aussi de la civette. J'allais donc chez le maître d'école en face, je savais qu'il en avait, mais sa femme est très riche, sans en avoir l'air. Je lui ai demandé de me prêter un peu de civette. Prêter, me dit-elle, il n'y a rien dans notre jardin, pas même une pomme pourrie. Maintenant, c'est moi qui pourrais lui en prêter, et tout un sac même. Tu penses si j'en suis contente, mon petit père? Bravo, dirent les deux Anglais à la fois. La dégringolade ne lui a pas enlevé sa gaieté, ça vaut bien l'argent. Ils comptèrent aux paysans l'or sur la table, ce qui prouve que la femme doit toujours trouver que son mari est le plus avisé de tous les hommes et que ce qu'il fait est toujours parfait. Voilà mon histoire. Je l'ai entendue dans mon enfance. Vous la connaissez à votre tour. Dites donc toujours que ce que le Père fait est bien fait. Chacun et chaque chose à sa place. C'était il y a plus de 100 ans. Il y avait derrière la forêt, près du grand lac, un vieux manoir entouré d'un fossé profond où croissaient des joncs et des roseaux. Tout près du pont qui conduisait à la porte cochère, il y avait un vieux saule qui penchait ses branches au-dessus du fossé. Dans le ravin retentirent soudain le son du corps et le galop des chevaux. La petite gardeuse d'oies se dépêcha de ranger ses oies et de laisser le pont libre à la chasse, qui arrivait à toute bride. Ils allaient si vite que la fillette dut rapidement sauter sur une des bornes du pont pour ne pas être renversée. C'était encore une enfant délicate et mince, mais avec une douce expression de visage et deux yeux clairs ravissants. Le Seigneur ne vit pas cela. Dans sa course rapide, il faisait tournoyer la cravache qu'il tenait à la main. Il se donna le brutal plaisir de lui en donner en pleine poitrine un coup qui la renversa. « Chacun à sa place !» cria-t-il. Puis il rit de son action comme d'une chose fort amusante, et les autres rirent également. Toute la société menait un grand vacarme. Les chiens aboyaient, et on entendait des bribes d'une vieille chanson. De beaux oiseaux viennent avec le vent. La pauvre gardeuse d'oies versa des larmes en tombant. Elle saisit de la main une des branches pendantes du saule et se tint ainsi suspendue au-dessus du fossé. Quand la chasse fut passée, elle travailla à sortir de là, mais la branche se rompit, et la gardeuse d'oies allait tomber à la renverse dans les roseaux quand une main robuste la saisit. C'était un cordonnier ambulant qui l'avait aperçu de loin et s'était empressé de venir à son secours. « Chacun à sa place », dit-il ironiquement, après le Seigneur, en la déposant sur le chemin. Il remit alors la branche cassée à sa place. À sa place, c'est trop dire. Plus exactement, il la planta dans la terre meuble. « Pousse, si tu peux », lui dit-il, et fournis-leur une bonne flûte aux gens de là-haut. Puis, il entra dans le château, mais non dans la grande salle, car il était trop peu de choses pour cela. Il se mêla aux gens de service qui regardèrent ses marchandises et en achetèrent. À l'étage au-dessus, à la table d'honneur, on entendait un vacarme qui devait être du chant. Mais les convives ne pouvaient faire mieux. C'étaient des cris et des aboiements. On faisait ripaille. Le vin et la bière coulaient dans les verres et dans les pots. Les chiens de chasse étaient aussi dans la salle. Un jeune homme les embrassa l'un après l'autre, après avoir essuyé la bave de leurs lèvres avec leurs longues oreilles. On fit monter le cordonnier avec ses marchandises, mais seulement pour s'amuser un peu de lui.
Le vin avait tourné les têtes. On offrit au malheureux de boire du vin dans un bas. « Presse-toi » lui cria-t-on. C'était si drôle qu'on éclata de rire. Puis ce fut le tour des cartes. Troupes entiers, fermes, terres étaient mis en jeu. « Chacun à sa place !» s'écria le cordonnier, quand il fut sorti de cette Sodome et de cette Gomorrhe, selon ses propres termes. « Le grand chemin, voilà ma vraie place. Là-haut, je n'étais pas dans mon assiette. » Et la petite gardeuse d'oie lui faisait du sentier un signe d'approbation. Des jours passèrent et des semaines. La branche cassée que le cordonnier avait plantée ça sur le bord du fossé était fraîche et verte, et à son tour produisait de nouvelles pousses. La petite gardeuse d'oie s'aperçut qu'elle avait pris racine. Elle s'en réjouit extrêmement, car c'était son arbre, lui semblait-il. Mais si la branche poussait vite, au château, en revanche, tout allait de mal en pis, à cause du jeu et des festins. Ce sont là 2 mauvais bateaux sur lesquels il ne vaut rien de s'embarquer. 10 ans ne s'étaient point écoulés que le seigneur dut quitter le château pour aller mendier avec un bâton et une besace. La propriété fut achetée par un riche cordonnier, celui justement que l'on avait raillé et bafoué et à qui on avait offert du vin dans un bas. La probité et l'activité sont de bons auxiliaires. Du cordonnier, ils firent le maître du château. Mais, à partir de ce moment, on n'y joua plus aux cartes. « C'est une mauvaise invention, » disait le maître. « Elle date du jour où le diable vit la Bible. Il voulut faire quelque chose de semblable et inventa le jeu de cartes. » Le nouveau maître se maria. Et avec qui ? Avec la petite gardeuse d'oie, qui était toujours demeurée gentille, humble et bonne. Dans ses nouveaux habits, elle paraissait aussi élégante que si elle était née de hautes conditions. Comment tout cela arriva-t-il ? Ah, c'est un peu trop long à raconter. Mais cela eut lieu, et encore, le plus important nous reste à dire. On menait une vie très agréable au vieux manoir. La mère s'occupait elle-même du ménage, le père prenait sur lui toutes les affaires du dehors. C'était une vraie bénédiction. Car là où il y avait déjà du bien-être, tout changement ne fait qu'en apporter un peu plus. Le vieux château fut nettoyé et repeint. On cura les fossés, on planta des arbres fruitiers, tout prit une mine attrayante. Le plancher lui-même était brillant comme du cuivre poli. Pendant les longs soirs d'hiver, la maîtresse de la maison restait assise dans la grande salle avec toutes ses servantes et elle filait de la laine et du lin. Chaque dimanche soir, on lisait tout haut un passage de la Bible. C'était le conseiller de justice qui lisait, et le conseiller n'était autre que le cordonnier colporteur, élu à cette dignité sur ses vieux jours. Les enfants grandissaient, car il leur était né des enfants. S'ils n'avaient pas tous des dispositions remarquables, comme cela arrive dans chaque famille, du moins tous avaient reçu une excellente éducation. Le saule, lui, était devenu un arbre magnifique qui grandissait libre et non taillé. « C'est notre arbre généalogique, » disaient les vieux maîtres. « Il faut l'honorer et le vénérer, enfant. » Et même les moins bien doués comprenaient un tel conseil. 100 années passèrent. C'était de nos jours. Le lac était devenu un marécage, le vieux château était en ruine. On ne voyait là qu'un petit abreuvoir ovale et un coin des fondations à côté. C'était ce qui restait des profonds fossés de jadis. Il y avait là aussi un vieil et bel arbre qui laissait tomber ses branches. C'était l'arbre généalogique. On sait combien un saule est superbe quand on le laisse croître à sa guise. Il était bien rongé au milieu du tronc, de la racine jusqu'au faîte. Les orages l'avaient bien un peu abîmé, mais il tenait toujours. Et dans les fentes où le vent avait apporté de la terre, poussaient du gazon et des fleurs. Tout en haut du tronc, là où les grandes branches prenaient naissance, il y avait tout un petit jardin avec des framboisiers et des aubépines. Un petit arbousier même avait poussé, mince et élancé, sur le vieil arbre qui se reflétait dans l'eau noire de l'abreuvoir. Un petit sentier abandonné traversait la cour, tout près de là.
Le nouveau manoir était sur le haut de la colline, près de la forêt. On avait de là une vue superbe. La demeure était grande et magnifique, avec des vitres si claires qu'on pouvait croire qu'il n'y en avait pas. Rien n'était en discordance. Tout à sa place était toujours le mot d'ordre. C'est pourquoi tous les tableaux qui jadis avaient eu la place d'honneur dans le vieux manoir étaient suspendus maintenant dans un corridor. N'était-ce pas des croûtes, à commencer par 2 vieux portraits représentant l'un un homme en habit rouge, coiffé d'une perruque, l'autre une dame poudrée, les cheveux relevés, une rose à la main. Une grande couronne de feuilles de saule les entourait. Il y avait 2 grands trous dans la toile. Ils avaient été faits par les jeunes barons qui, tirant à la carabine, prenaient pour cible les 2 pauvres vieux, le conseiller de justice et sa femme, les 2 ancêtres de la maison. Le fils du pasteur était précepteur au château. Il mena un jour les petits barons et leur sœur aînée, qui venait d'être confirmée, par le petit sentier qui conduisait au vieux saule. Quand on fut au pied de l'arbre, le plus jeune des barons voulut se tailler une flûte, comme il l'avait déjà fait avec d'autres saules. Et le précepteur arracha une branche. « Oh, ne faites pas cela !» s'écria. Mais trop tard, la petite fille. « C'est notre illustre vieux saule, je l'aime tant. On se moque de moi pour cela à la maison, mais cela m'est égal. Il y a une légende sur le vieil arbre. » Elle conta alors tout ce que nous venons de dire au sujet de l'arbre, du vieux château, de la gardeuse d'oie et du colporteur, dont la famille illustre et la jeune baronne elle-même descendaient. Ces braves gens ne voulaient pas se laisser anoblir, dit-elle. Chacun et chaque chose à sa place, était leur devise. L'argent ne leur semblait pas un titre suffisant pour qu'on les élevât au-dessus de leur rang. Ce fut leur fils, mon grand-père, qui devint baron. Il avait de grandes connaissances et était très considéré et très aimé du prince et de la princesse, qu'il invitait à toutes les fêtes. C'était lui que la famille révérait le plus, mais je ne sais pourquoi. Il y a en moi quelque chose qui m'attire surtout vers les 2 ancêtres. Ils devaient être si affables, dans leur vieux château, où la maîtresse de la maison filait assise au milieu de ses servantes et où le maître lisait la Bible tout haut. Le précepteur prit la parole. « Il est à la mode, dit-il, chez nombre de poètes, de dénigrer les nobles, en disant que c'est chez les pauvres, et de plus en plus, à mesure qu'on descend dans la société, que brille la vraie noblesse. Ce n'est pas mon avis. C'est chez les plus nobles qu'on trouve les plus nobles traits. Ma mère m'en a conté un, et je pourrais en ajouter plusieurs. Elle faisait visite dans une des premières maisons de la ville, où ma grand-mère avait, je crois, été gouvernante de la maîtresse de la maison. Elle causait dans son salon avec le vieux maître, un homme de la plus haute noblesse. Il aperçut dans la cour une vieille femme qui venait, appuyée sur des béquilles. Chaque semaine, on lui donnait quelques shillings. « La pauvre vieille, elle a bien du mal à marcher, » dit-il. Et, avant que ma mère s'en fût rendu compte, il était en bas, à la porte. Ainsi, lui, le vieux seigneur octogénaire, sortait pour épargner quelques pas à la vieille et lui remettre ses shillings. Ce n'est qu'un simple trait. Mais comme l'aumône de la veuve, il va droit au cœur et le fait vibrer. C'est ce but que devraient poursuivre les poètes de notre temps. Pourquoi ne chantent-ils pas ce qui est bon et doux, ce qui réconcilie ? Mais il est vrai qu'il y a un autre genre de noble. Cela sent la roture ici, disent-ils aux bourgeois. Ces nobles-là, oui, ce sont de faux nobles, et l'on ne peut qu'applaudir à ceux qui les raillent dans leur satire. Ainsi parla le précepteur. C'était un peu long, mais aussi l'enfant avait eu le temps de tailler sa flûte. Il y avait grande réunion au château, hôtes venus de la capitale ou des environs, dames vêtues avec goût ou sans goût. La grande salle était pleine d'invités. Le fils du pasteur se tenait modestement dans un coin. On allait donner un grand concert. Le petit baron avait apporté sa flûte de saule, mais il ne savait pas souffler dedans, ni son père non plus. Il y eut de la musique et du chant. S'y intéressèrent surtout ceux qui exécutèrent. C'était bien assez du reste. « Mais vous êtes aussi un virtuose !» dit au précepteur un des invités. « Vous jouez de la flûte, vous nous jouerez bien quelque chose. » En même temps,
Il tendit au précepteur la petite flûte taillée près de l'abreuvoir. Puis il annonça très haut et très distinctement que le précepteur du château allait exécuter un morceau sur sa flûte. Le précepteur, comprenant qu'on allait se moquer de lui, ne voulait pas jouer, bien qu'il sût. Mais on le pressa, on le força, et il finit par prendre la flûte et la porter à sa bouche. Le merveilleux instrument. Il émit un son strident comme celui d'une locomotive. On l'entendit dans tout le château et par-delà la forêt. En même temps, s'élevait une tempête de vent qui sifflait. Chacun à sa place. Le maître de la maison, comme enlevé par le vent, fut transporté à l'étable. Le bouvier fut emmené, non dans la grande salle, mais à l'office, au milieu des laquais en livrée d'argent. Ces messieurs furent scandalisés de voir cet intrus s'asseoir à leur table. Dans la grande salle, la petite baronne s'envola à la place d'honneur, où elle était digne de s'asseoir. Le fils du pasteur prit place près d'elle. Tous deux semblaient être deux mariés. Un vieux comte, de la plus ancienne noblesse du pays, fut maintenu à sa place, car la flûte était juste, comme on doit l'être. L'aimable cavalier, à qui l'on devait ce jeu de flûte, celui qui était fils de son père, alla droit au poulailler. La terrible flûte. Mais, fort heureusement, elle se brisa, et s'en fut fini du « chacun à sa place ». Le jour suivant, on ne parlait plus de tout ce dérangement. Il ne resta qu'une expression proverbiale, ramasser la flûte. Tout était rentré dans l'ancien ordre. Seuls les deux portraits de la gardeuse d'oie et du colporteur pendaient maintenant dans la grande salle où les vents les avaient emportés. Un connaisseur ayant dit qu'ils étaient peints de main de maître, on les restaura. Chacun et chaque chose à sa place. On y vient toujours. L'éternité est longue, plus longue que cette histoire. Le chanvre. Le chanvre était en fleurs. Ses fleurs sont bleues, admirablement belles, molles comme les ailes d'un moucheron et encore plus fines. Le soleil répandait ses rayons sur le chanvre et les nuages l'arrosaient, ce qui lui faisait autant de plaisir qu'une mère en fait à son enfant lorsqu'elle le lave et lui donne un baiser. L'un et l'autre n'en deviennent que plus beaux. « J'ai bien bonne mine à ce qu'on dit, » murmura le chanvre. « Je vais atteindre une hauteur étonnante et je deviendrai une magnifique pièce de toile. Ah, que je suis heureux! Il n'y a personne qui soit plus heureux que moi. Je me porte à merveille et j'ai un bel avenir. La chaleur du soleil m'égaye et la pluie me charme en me rafraîchissant. Oui, je suis heureux, heureux, on ne peut plus. » « Oui, 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 dirent les bâtons de la haie. Vous ne connaissez pas le monde, mais nous avons de l'expérience, nous. Et ils craquèrent lamentablement et chantèrent. Cric, crac, cric, crac, crac. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Pas sitôt, répondit le chanvre. Voilà une bonne matinée. Le soleil brille, la pluie me fait du bien, je me sens croître et fleurir. Ah, je suis bien heureux. Mais un beau jour, il vint des gens qui prirent le chanvre par le toupet, l'arrachèrent avec ses racines et lui firent bien mal. D'abord, on le mit dans l'eau, comme pour le noyer, puis on le mit au feu, comme pour le rôtir. Oh, cruauté! On ne saurait être toujours heureux, pensa le chanvre. Il faut souffrir, et souffrir, c'est apprendre. Mais tout alla de pis en pis. Il fut brisé, peigné, cardé, sans y comprendre un mot. Puis on le mit à la quenouille et route, il perdit tout à fait la tête. J'ai été trop heureux, pensait-il au milieu des tortures. Les biens qu'on a perdus, il faut encore s'en réjouir, s'en réjouir. Et il répétait, s'en réjouir, que déjà il était, hélas, mis au métier, et devenait une magnifique pièce de toile. Les 1000 pieds de chanvre ne faisaient qu'un morceau. Vraiment, c'est prodigieux, je ne l'aurais jamais cru. Quelle chance pour moi! Que chantaient donc les bâtons de la haie avec leur cric, crac, cric, crac, crac. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais je commence à peine à vivre. C'est prodigieux. Si j'ai beaucoup souffert, me voilà maintenant plus heureux que jamais.
Je suis si fort, si doux, si blanc, si long. C'est une autre condition que la condition de plante, même avec les fleurs. Personne ne vous soigne et vous n'avez d'autre eau que celle de la pluie. Maintenant, au contraire, que d'attention. Tous les matins, les filles me retournent et tous les soirs, on m'administre un bain avec l'arrosoir. La ménagère de monsieur le curé a même fait un discours sur moi et a prouvé parfaitement que je suis le plus beau morceau de la paroisse. Je ne saurais être plus heureux. La toile fut portée à la maison et livrée au ciseau. On la coupait, on la piquait avec l'aiguille. Ce n'était pas très agréable. Mais en revanche, elle fit bientôt 12 morceaux de linge, 12 belles chemises. C'est à partir d'aujourd'hui seulement que je suis quelque chose. Voilà ma destinée. Je suis bénie, car je suis utile dans le monde. Il faut cela pour être content soi-même. Nous sommes 12 morceaux, c'est vrai, mais nous formons un seul corps, une douzaine. Quelle incomparable félicité! Les années s'écoulèrent, c'en était fait de la toile. Il faut que toute chose ait sa fin, murmura chaque pièce. J'étais bien disposée à durer encore, mais pourquoi demander l'impossible? Et elles furent réduites en lambeaux et en chiffons, et crurent cette fois que c'était leur fin finale, car elles furent encore hachées, broyées et cuites, le tout sans y rien comprendre. Et voilà qu'elles étaient devenues du superbe papier blanc. Oh, surprise! Oh, surprise agréable! S'écria le papier. Je suis plus fin qu'autrefois, et l'on va me charger d'écriture. Que n'écrira-t-on pas sur moi? Ma chance est sans égale. Et l'on y écrivit les plus belles histoires, qui furent lues devant de nombreux auditeurs et les rendirent plus sages. C'était un grand bienfait pour le papier que cette écriture. Voilà certes plus que je n'y ai rêvé lorsque je portais mes petites fleurs bleues dans les champs. Comment deviner que je servirai un jour à faire la joie et l'instruction des hommes? Je n'y comprends vraiment rien, et c'est pourtant la vérité. Dieu sait si j'ai jamais rien entrepris. Je me suis contentée de vivre, et voilà que de degré en degré, il m'a élevée à la plus grande gloire. Toutes les fois que je songe au refrain menaçant, c'est fini, tout prend au contraire un aspect plus beau, plus radieux. Sans doute je vais voyager, je vais parcourir le monde entier pour que tous les hommes puissent me lire. Autrefois, je portais de petites fleurs bleues. Mes fleurs maintenant sont de sublimes pensées. Je suis heureux, incomparablement heureux. Mais le papier n'alla pas en voyage. Il fut remis à l'imprimeur, et tout ce qu'il portait d'écrit fut imprimé pour faire un livre, des centaines de livres, qui devaient être une source de joie et de profit pour une infinité de personnes. Notre morceau de papier n'aurait pas rendu le même service, même en faisant le tour du monde. À moitié route, il aurait été usé. C'est très juste, ma foi, dit le papier. Je n'y avais pas pensé. Je reste à la maison et j'y suis honoré comme un vieux grand-père. C'est moi qui ai reçu l'écriture. Les mots ont découlé directement de la plume sur moi. Je reste à ma place et les livres vont par le monde. Leur tâche est belle, assurément. Et moi, je suis content, je suis heureux. Le papier fut mis dans un paquet et jeté sur une planche. Il est bon de se reposer après le travail, pensa-t-il. C'est en se recueillant de la sorte que l'on apprend à se connaître. D'aujourd'hui seulement, je sais ce que je contiens. Et se connaître soi-même, voilà le véritable progrès. Que m'arrivera-t-il encore? Je vais sans nul doute avancer, on avance toujours. Quelque temps après, le papier fut mis sur la cheminée pour être brûlé, car on ne voulait pas le vendre au charcutier ou à l'épicier pour habiller des saucissons ou du sucre. Et tous les enfants de la maison se mirent à l'entourer. Ils voulaient le voir flamber, et voir aussi, après la flamme, ces milliers d'étincelles rouges qui ont l'air de se sauver et s'éteignent si vite l'une après l'autre. Tout le paquet de papier fut jeté dans le feu. Oh, comme il brûlait! Ouf! Ce n'est plus qu'une grande flamme. Elle s'élevait, la flamme, tellement, que jamais le chanvre n'avait porté si haut ses petites fleurs bleues. Elle brillait comme jamais la toile blanche n'avait brillé. Toutes les lettres, pendant un instant, devinrent toutes rouges.
tous les mots, toutes les pensées s'en allèrent en langue de feu. « Je vais monter directement jusqu'au soleil !» disait une voix dans la flamme, et on eût dit 1000 voix réunies en une seule. La flamme sortit par le haut de la cheminée, et au milieu d'elle voltigeaient de petits êtres invisibles à l'œil des hommes. Ils égalaient justement en nombre les fleurs qu'avait portées le chanvre. Plus légers que la flamme qui les avait fait naître, quand celle-ci fut dissipée, quand il ne resta plus du papier que de la cendre noire, ils dansaient encore sur cette cendre et formaient en l'effleurant des étincelles rouges. Les enfants de la maison chantaient autour de la cendre inanimée. Cric, crac, cric, crac, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais chacun des petits êtres disait « Non, ce n'est pas fini. Voici précisément le plus beau de l'histoire. Je le sais, et je suis bien heureux. » Les enfants ne purent ni entendre, ni comprendre ces paroles. Du reste, ils n'en avaient pas besoin. Les enfants ne doivent pas tout savoir. Et bienvenue dans le deuxième vlog lecture sur les contes de Hans Christian Andersen. Alors, on en a lu 5 cette semaine parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. Oui, Bonne Humeur, c'est le fils de celui qui mène le corbillard. J'ai lu en transversal rapidement pour me remettre en tête, ce que j'ai lu il y a à peine une heure. Mais celui-là, j'ai bien aimé le côté... Au final, en fait, peu importe la vie qu'on mène, on finit tous au même endroit. Et oui, vous m'excuserez, en fait, je crois que je commence une trachéite, donc c'est fort possible que j'ai une extinction de voix dans pas longtemps. Je parle un peu du nez, tout ça. C'est les petits bonheurs de l'hiver. Mais bref, la bonne humeur, j'ai trouvé ça vachement intéressant sur le côté un petit peu importe au final comment on mène notre vie, on finit en fait tous au même endroit et enfin le résultat est le même entre guillemets. Et j'ai bien aimé en fait la proximité avec la mort, l'espèce de familiarité en fait du fils du conducteur du corbillard avec les tombes, avec les histoires des gens qui y reposent, etc. Je ne sais pas trop si c'est des histoires qu'il invente ou si c'est des histoires qu'il connaît et qu'il répète, mais j'ai trouvé ça bien. Ça me donnait un peu ça m'a fait penser vaguement, mais je dis que vaguement parce que ma lecture remonte à il y a quelques années, à L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Oh, étonnant, je parle de Neil Gaiman. Donc oui, je suis archi fan de Neil Gaiman. Mais en gros, l'étrange vie de Nobody Owens, je crois que c'est un enfant qui est abandonné et qui finit par être élevé par les fantômes d'un cimetière. Donc c'est pas vraiment la place d'un enfant vivant d'être élevé par des gens morts dans un cimetière, mais en tout cas c'est le cas et ça faisait un petit peu un conte, une petite histoire comme ça d'inspiration gothique qui était assez sympa et c'était pleine d'humour. Je vous conseille de le lire. Je vous conseille de lire tout ce qu'écrit Neil Gaiman, grosso modo. Mais ça me faisait penser un peu à ça, ou peut-être même en côté un peu plus creepy à L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais là on n'avait pas le côté trop creepy. Ou Coco aussi. Oh, quelle belle histoire, Coco. Oh la vache. On avait été le voir avec un copain au cinéma. Et si vous voulez, le copain et moi, on a fini en larmes. Elle se regardait genre ah, c'est trop triste. Et mon homme, pourquoi vous pleurez? Parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a des émotions. Donc voilà. Mais bref, moi j'ai bien aimé ce côté-là, enfin ce conte sur la bonne humeur qui était en fait qui vraiment plus dans le réalisme, je trouve, que les contes qu'on a lus jusqu'à présent. Et je trouve qu'ils sont aussi intéressants, ces contes-là, au final. Là, j'ai vraiment préféré ces lectures-là. J'étais peut-être plus fatiguée pour la précédente lecture, la découverte d'Andersen, mais là, j'aime bien. Et je suis assez fan, franchement, du style. Je trouve que c'est très joli, c'est très agréable à lire.
On a lu ensuite Le Briquet. Le Briquet, c'est un conte que je connaissais. Je pense qu'il doit y avoir des différentes variantes, mais je l'ai déjà lu, ça c'est sûr. Et là, on commence à toucher au fantastique avec la présence d'une sorcière, un briquet magique et 3 chiens qui sont quand même un petit peu magiques également, avec des yeux comme des soucoupes ou des yeux comme des roues de moulin. Mais je ne connaissais pas la version avec des yeux grands comme la tour de Copenhague, comme la tour ronde de Copenhague. Je crois que dans la version que je connaissais, le plus grand chien avait des yeux grands comme des roues de moulin. Et peut-être le deuxième comme des meules ou un truc comme ça, je suis pas sûre. Meule de fromage ou la meule pour faire la farine, je sais plus exactement. Mais je le connaissais et je le trouve intéressant. Là, on est vraiment sur du conte fantastique avec des éléments surnaturels, avec une méchante qui se fait avoir. On peut même se demander en fait si pourquoi la sorcière envoie le soldat récupérer le briquet. Pourquoi il ne veut pas elle-même? Parce que vous voyez là, c'est pour faire un petit peu démarrer l'imagination. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas y aller elle-même, sachant qu'elle dit que c'est un briquet que lui a laissé sa mère ou sa grand-mère? Donc est-ce qu'il y a une malédiction là-dessus et qu'elle ne peut pas y aller? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est trop vieille qu'elle ne peut pas faire le trajet en fait de descendre dans l'arbre creux et aller ensuite dans la galerie? Je ne sais plus. Donc est-ce que ces pouvoirs de sorcière en fait, on n'en sait pas plus au final de ces pouvoirs de sorcière. Donc est-ce que c'est juste une vieille femme? Je sais pas. Mais j'aime bien. Le côté un peu les méchants sont punis à la fin. Bon, ils sont bouffés par des chiens. Alors, ce que le père fait est bien fait. Si vous m'avez écouté, donc j'ai lu aussi 2 recueils de contes des frères Grimm. Contes choisis, tout court, et contes choisis de la famille. Contes choisis de la famille, c'était des contes qui étaient beaucoup plus courts, et je crois qu'il y en avait 2 ou 3 sur une quarantaine, hein, qui avaient déjà été mis dans le recueil précédent, mais je les ai lus quand même. Et en fait, j'avais déjà lu cette version de conte, mais c'est pas un vieux paysan qui va échanger un cheval. C'était quoi déjà? Je crois que c'est un jeune apprenti. Mais moi, je l'imaginais en fait comme un gamin, un garçon de 14 ans qui doit retourner chez sa mère. Et comme il a bien travaillé, son maître lui a donné peut-être un sac d'or, je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de son périple, il échange son sac d'or contre un cheval, le cheval contre une vache, la vache contre un cochon, le cochon contre une oie, l'oie contre la poule. Après, je crois qu'il y a eu la poule, le chat, un truc comme ça. Et je crois qu'il finit par avoir des cailloux dont il se débarrasse. Et au final, la morale, c'est que la mère, elle est contente de retrouver son gamin. Et je sais plus s'il lui disait en fait tout ce qu'il a fait, parce qu'il est parti avec de l'or et il revient avec les mains dans les poches. Mais j'avais trouvé ça mignon. Et cette version-là, je la trouve assez sympa aussi, avec le petit tacle aux Anglais là, qui aiment parier et compagnie. Donc est-ce que il me semble que Hans Christian Andersen et les Danois, est-ce que les Danois ils étaient un peu plus polissés entre guillemets que les Anglais et peut-être plus dans la religion, plus droit dans leurs bottes, alors que les Anglais étaient un peu plus, un peu moins, vous voyez. Mais là, je trouvais ça assez rigolo, l'espèce de... J'ai aimé le petit couple où, enfin, quoi que aurait ramené le paysan à sa femme en échange du cheval, ce qui ramène quand même un sac de pommes pourries, ben en fait, c'était bien. Et je trouve, enfin, il y a une espèce de naïveté, mais d'amour en même temps. Je trouvais ça trop mignon. C'était cool. Et on a lu aussi... Ah oui, le chacun et chaque chose à sa place. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien aussi. Parce que ça interroge... donc là, c'est le cordonnier et la petite gardeuse d'oie qui deviennent maîtres d'un château. Parce que le cordonnier, donc, qui était travailleur, il a gagné des sous. Et il a pu acheter le château au châtelain qui lui était ruiné et qui est parti mender sur les routes et qui avaient été tous les deux maltraités ou moqués par le châtelain et sa cour.
Et le truc que je trouve intéressant, c'était est-ce que la noblesse d'âme, la noblesse de comportement, elle est dans le sang, elle est dans la lignée? Pas forcément en fait. Parce que ce simple cordonnier, cette simple gardeuse doigt était bien, et que parmi leurs descendants, il y a notamment la gamine qui connaît le saule généalogique, ça m'a fait rire, et le gamin qui avait taillé la flûte. Ils sont droits, quoi. Ce sont des gens qui sont corrects, etc. Et j'ai bien aimé aussi le côté un petit peu magique de la flûte du saule qui va remettre les gens et les choses à leur place. C'était assez sympa. Le côté un peu où on finit, enfin un espèce de conte sur plusieurs générations comme ça, et on finit en fait sur une espèce de chose bonne qui dure au final. Que les choses et les gens qui sont à la bonne place, ça contribue peut-être au bonheur. Peut-être, je sais pas. Vous avez 4 heures. Et enfin, on a lu le chanvre. Et le chanvre, je crois que ça me fait penser... Voilà. Au précédent vlog lecture, j'ai lu Les aventures du chardon. Si vous vous souvenez, c'était... c'est un chardon qui vit en dehors de la haie. Il y a un jardin qui est bien taillé, etc. Il y a un château où il y a des élégants et des femmes de haute naissance qui se comptent fleurettes en fait pour pouvoir se marier, etc. Les femmes demandent aux hommes d'aller cueillir une fleur pour qu'elles l'accrochent à la boutonnière de la veste de leurs prétendants. Et une femme de haute naissance mais écossaise demande à son prétendant d'aller lui cueillir la fleur de chardon, qui est une fleur banale, quoi, alors que le jardin est exotique. Et c'est un peu ce qui va... en fait, elle est attachée au chardon parce qu'il était présent sur les armoiries, sur ses armoiries et peut-être sur le drapeau anglais de l'époque, le drapeau écossais, pardon, de l'époque. Mais bref, le chardon, ça avait une signification pour elle et ça a eu une signification ensuite pour leur couple parce que c'est le symbole de leur amour. Et je trouve que là, il y a un espèce d'écho aussi avec le chanvre et que je trouvais ça assez sympa parce que du coup, le chardon, il voulait aller dans ce jardin à l'intérieur de ses haies et je trouvais ça que c'était mignon. Et le chanvre, j'ai trouvé ça assez sympa aussi, en étant peut-être... Mais on a vu une autre histoire comme ça aussi, avec du végétal qui devient papier. Je ne sais plus exactement laquelle c'est. C'est le faux-col. J'ai l'impression que c'est une fusion de... Alors, les amours d'un faux-col, c'est le faux-col qui va être lavé et qui compte fleurette en fait à plein d'autres éléments accessoires. Il y avait une jarretière, il y avait une brosse, une épingle, des trucs comme ça. Et il finit par être papier, sauf que le faux-col, il pète clairement plus haut que son cul. Et le chanvre, lui, il est plutôt dans une espèce de quête de bonheur, alors que le faux-col, lui, c'est plutôt un menteur, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de fusion de ces deux contes-là. Et c'est vachement intéressant, je trouve. Parce que du coup, ça montre un peu comment le conte, il voyage et se mélange et évolue. Et je trouve ça vachement intéressant. La manière dont on peut aussi, pourquoi pas, travailler sur les contes et s'en inspirer, les transformer, les mettre un peu au goût du jour, en fusionner plusieurs. C'est intéressant. Alors, pour ceux qui notent sur Goodreads ou je sais plus où, on est à 29% du premier tome des Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. J'ai plus de voix. Qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Je vais faire à peu près par paquet de 20 pages. Alors, j'ai l'impression que les contes suivants, au prochain vlog lecture, ça va être des contes qu'on ne connaît pas forcément. Je vais m'arrêter là parce que je sais plus quoi dire. J'espère que ça vous a plu. À tout bientôt, passez un très bon samedi, restez bien au chaud, ça vous évitera de vous choper une crève comme la mienne, et rêvez tout grand. Salut!